le petit garçon a de nouveau été amené chez le pédiatre, ce qui semblerait à la plupart des gens être beaucoup trop de fois. Pendant la visite, il était en larmes et grognon. Le médecin, qui n'était là que pour remplacer ce jour-là, a dit que l'enfant avait simplement un rhume, mais qu'à part cela, il pouvait rentrer chez lui. Mais ensuite, seulement quelques jours plus tard, les ambulanciers se sont précipités au domicile du même petit garçon. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici un monde maléfique. Alors avant de commencer quoi que ce soit, je voulais juste dire que j'ai vraiment les meilleurs fans du monde. Vous êtes géniaux. Je ne sais pas comment sont les autres fans, mais de toute façon, vous restez les meilleurs. Sérieusement, merci beaucoup de regarder et j'apprécie vraiment tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés. L'affaire dont je vais parler aujourd'hui m'a en fait été demandée par certains d'entre vous. Cette histoire comporte de nombreux éléments et lorsqu'on parle de ce genre d'histoire impliquant des enfants, le fait qu'il y ait de nombreux éléments, cela signifie en général une seule chose. C'est une histoire qui a été documentée par les services de protection de l'enfance et qui a soit été simplement mise de côté, soit ignorée. Ce pauvre petit garçon n'était connu que sous le nom de BBP pendant des années, le temps que cette affaire soit jugée. Son histoire est d'une horreur sans nom. Il n'y avait pas une ou deux, mais 3 adultes coupables de la mort de ce petit garçon. Ceci est l'histoire du petit Pater Connolly. Peter Connolly est né le 1er mars 2006 de Tracy Connolly et de son père biologique, dont le nom n'a pas été divulgué au public pour des raisons de confidentialité. Le surnom du petit Peter était Smiley. Même avec tout ce qu'il avait traversé dans sa courte vie, il avait encore très souvent un sourire sur le visage. Peter était également un garçon intelligent. Il a pu dire ses premiers mots très tôt, et l'un de ses premiers mots était en fait le mot « papa ». Donc la maman de Peter, Tracy Connolly, est née à Islington, dans le nord de Londres, élevée par sa mère qui avait des problèmes d'alcool et de drogue. Le père biologique de Tracy a également fini par être condamné pour viol, ce qui l'a profondément affectée. À 16 ans, elle est allée vivre avec le père biologique de Peter. C'était un cheminot originaire d'Irlande et il avait en réalité 17 ans de plus que Tracy à l'époque, bien qu'il soit dit qu'elle lui ait menti sur son âge. 1 an après que le couple a commencé à vivre ensemble, ils ont ensuite déménagé dans une autre maison à Tottenham. C'est ici que Tracy a donné naissance à ses 3 filles avant de donner naissance à Peter. Elle et le père des enfants ont fini par se marier 6 ans plus tard, en septembre 2003. Peu de temps après la naissance de Peter, son père biologique a fini par quitter le foyer familial. Peter n'avait que 3 mois lorsque Tracy a divorcé de son mari. Cela s'est produit lors de disputes à propos des tâches ménagères non effectuées. Tracy en a fait une habitude dans sa vie en gardant une maison très en désordre et sale. Il y avait aussi des allégations selon lesquelles Tracy aurait flirté avec d'autres hommes en ligne dans des salons de discussion. Quand Peter était jeune, Tracy a aussi été diagnostiqué avec une dépression. Donc, d'après tout ce qu'on sait, le père biologique de Peter était un père aimant et attentionné. En fait, il avait signalé ses inquiétudes à la police à plusieurs reprises lorsque Peter était sous la garde de sa mère. Beaucoup disent qu'il a été dupé par Tracy Connolly. Peu après le départ de son mari, Tracy a rencontré Stephen Barker, âgé de 32 ans. Elle l'avait rencontré pendant qu'il effectuait des réparations chez son ami. Donc, ce type est tout ce que vous ne voulez pas chez un homme. Je pense qu'il coche toutes ces cases. Quand il était plus jeune, il a même dû aller dans une école spéciale à Tottenham. Il n'avait qu'un quotient intellectuel de 60, ce qui est très bas. Stéphane était un grand homme, mesurant 1,93 m et pesant environ 114 kg. Il était obsédé par les couteaux, les armes d'arts martiaux et gardait une arbalète ainsi qu'une collection de souvenirs à croix gammée. Il était également connu pour se promener chez lui en tenue de combat. Dans son enfance, Stéphane torturait souvent de petits animaux, y compris des cochons d'Inde et des grenouilles. Et les grenouilles étaient écorchées et leurs pattes cassées.
Stéphane gardait 2 serpents domestiques chez Tracy ainsi que 3 chiens. Donc, si tout cela ne suffit pas à vous montrer quel genre de personne est Stéphane, laissez-moi vous raconter quelque chose que Stéphane et son frère Jason Owen ont fait. Quelques années avant que Stéphane ne rencontre Tracy, lui et son frère Jason avaient torturé leur propre grand-mère, Hilda Baker, et avaient essayé de la forcer à changer son testament. La seule raison pour laquelle ils ont échappé aux poursuites, c'est parce qu'elle est décédée d'une pneumonie avant que l'affaire n'aille en procès. Les deux s'en sont sortis, mais si ça n'avait pas été le cas, le petit Pierre serait peut-être encore vivant. En novembre 2006, alors que le petit Pierre n'avait que 8 mois, Stéphane a emménagé avec Tracy et ses enfants sur Hermitage Road à Tottenham. Leur maison a été décrite par les travailleurs sociaux comme étant exiguë, sale et empestant l'urine. Cependant, il est important de préciser que les travailleurs sociaux ne savaient pas que Stéphane avait emménagé avec Tracy. Peu après l'emménagement de Stéphane, Pierre a commencé à présenter des blessures suspectes. Au cours du même mois où il avait emménagé, Tracy a en fait emmené Pierre chez le médecin généraliste parce qu'elle disait qu'il était tombé dans des escaliers. Gardez à l'esprit que Pierre n'avait que 8 mois à ce moment-là, donc il ne marchait pas. Laisser tomber un bébé de 8 mois dans des escaliers est toujours considéré comme de la négligence, quel que soit le point de vue. Le médecin généraliste, ce jour-là, a vu l'hématome sur la tête de Pierre, mais il n'a pas contacté les services de coups de protection de l'enfance et il a en fait simplement laissé Pierre et Tracy repartir après l'avoir examiné en disant que Pierre était simplement maladroit. Encore une fois, il n'a que 8 mois. À quel point est-il actif ? Un mois plus tard, le 11 décembre, Tracy a de nouveau emmené Peter chez son médecin généraliste. Il a remarqué qu'en se basant sur les blessures de Peter et l'histoire que Tracy racontait, les choses ne collaient tout simplement pas. Elle a aussi changé son histoire et a dit qu'il était en fait tombé du canapé puis que le chien l'avait griffé. Cette fois, ce n'était pas juste un bleu sur sa tête, mais une bosse. Quand le médecin a vu Pierre, il a envoyé Tracy et Pierre à l'hôpital Whittington à Archway. Lors de la visite à l'hôpital, des ecchymoses étendues sur les fesses, le visage et la poitrine de Pierre ont été identifiés, en plus du gonflement frontal. Tracy n'a pas pu expliquer le gonflement, mais elle a suggéré que l'escalade, les chutes et le fait de se taper le corps en jouant étaient la cause des ecchymoses. Elle a également mentionné sa tendance à se faire des bleus facilement. Les services sociaux ont également été appelés cette fois-ci. Interrogée par la police, elle n'a fourni aucune raison concrète pour les blessures, seulement une série d'hypothèses sur comment et pourquoi cela aurait pu se produire. Tracy a nié que l'une de ses blessures ait été causée par sa mère, bien que sa mère surveillait Peter à ce moment-là. Peter a été recueilli par un ami de la famille à ce moment-là et les services sociaux se sont également rendus au domicile de la famille. Donc, après que Peter a été retiré du domicile de sa mère, une première conférence de protection de l'enfance a eu lieu, mais elle s'est révélée extrêmement insuffisante pour obtenir des informations cruciales sur la situation familiale et les préoccupations. Le médecin généraliste n'a pas été invité et un rapport écrit de sa part n'a pas été demandé. Par conséquent, l'avis médical a eu tendance à être négligé et le risque de préjudice intentionnel envers Peter a été minimisé. L'avis général était que Peter était simplement sujet aux accidents et Tracy n'était coupable que de ne pas avoir mieux fait pour l'empêcher de se blesser. Et comme les travailleurs sociaux ne savaient toujours pas que Stephen Barker vivait dans la maison, il n'a bien sûr pas été vérifié ni interrogé. Une semaine plus tard, le 19 décembre, Tracy et sa mère ont toutes les deux été arrêtées et seulement 3 jours après, Peter a été inscrit au registre de protection de l'enfance Hironji. Le registre de protection de l'enfance est une liste confidentielle de tous les enfants de la région qui ont été identifiés par les services de protection de l'enfance comme étant exposés à un risque important de préjudice. Et je pense qu'il est aussi important de mentionner que seuls Peter et un de ses autres frères et sœurs figuraient sur ce registre, même s'il y avait 4 enfants dans la maison. Les 4 enfants vivaient dans un terrible environnement et étaient en danger. Seulement 2 d'entre eux ont été inscrits sur le registre, probablement car ils présentaient des blessures ou des signes de négligence ou de maltraitance, mais cela n'a pas de sens pour moi. Donc, la personne chez qui Peter séjournait à cette époque s'appelait Angela Godfrey. Et elle a signalé que Peter avait des ecchymoses sur les testicules. Mais elle a affirmé qu'elles avaient été causées par le personnel de l'hôpital lors d'une échographie. Sa mère, cependant, lui rendait fréquemment visite.
et 3 fois seul à Noël. Pendant cette période, les travailleurs sociaux rendaient également visite à Pierre et à sa mère. Et ils ont estimé que la relation entre les deux était positive à ce moment-là. Ainsi, seulement 5 semaines plus tard, le 26 janvier 2007, Pierre a été rendu à la garde de sa mère. Apparemment, il n'avait pas assez de preuves pour condamner Tracy de quoi que ce soit. Dès lors, la famille a reçu une série d'interventions de spécialistes. Cependant, Tracy refusait toute aide en santé mentale pour elle-même, ce qui était probablement le plus important. Je suppose. Il y avait aussi différents professionnels qui avaient remarqué que Peter aimait se bagarrer et qu'il était simplement un enfant actif qui adorait se dépenser physiquement. Ils disaient que Peter était sujet aux accidents, ce qui ne faisait que renforcer le récit de Tracy chaque fois qu'elle l'emmenait à l'hôpital avec des blessures. Et comme je l'ai déjà dit, la maison familiale était chaotique, sale et malodorante. Un vrai désastre, si vous voulez mon avis, et avec la paresse de Tracy et l'absence de tâches ménagères, cela restait un problème. Mais pas un problème assez grave pour que les services sociaux retirent les enfants de la maison. Non, non, non. Ils devaient donner à Tracy des conseils de base sur la santé et la sécurité à la maison, et il fallait lui expliquer très clairement quelles seraient les conséquences si elle n'améliorait pas les soins apportés à ses enfants. Ils ont aussi demandé à Tracy de se débarrasser des chiens de la maison, dont un Rottweiler. Comme elle avait dit au pédiatre que ces chiens avaient griffé Peter à plusieurs reprises, cependant elle a refusé. En février 2007, seulement un mois après que Peter ait été renvoyé à la maison, une ancienne assistante sociale a écrit une lettre au département de la santé pour exprimer ses inquiétudes concernant les défaillances des services sociaux qu'elle avait constatées. Elle a mentionné le bureau responsable du dossier de Peter. Elle les a rencontrés pour discuter de la lettre qu'elle avait envoyée en mars 2007, mais malgré cela, Peter a été admis à l'hôpital le mois suivant. Tracy avait de nouveau emmené Peter à l'hôpital après une autre blessure à la tête survenue 4 jours auparavant. Il avait 2 yeux au beurre noir et un gonflement du côté gauche de la tête. Elle a de nouveau affirmé que ce n'était qu'un accident et qu'elle n'avait pas amené Peter plus tôt parce qu'il n'avait commencé à se sentir mal qu'aujourd'hui, ce qui était clairement un mensonge. C'est un bébé avec 2 yeux au beurre noir. Je pense qu'il ne se sentait pas bien dès que c'est arrivé Tracy. Il a été admis à l'hôpital pour une observation de 48 heures. Cependant, le personnel de l'hôpital était trop disposé à accepter les explications de Tracy sur ce qui s'était passé, et ils ont fini par le laisser sortir et rentrer chez lui avec elle. Le même mois, un autre incident a été signalé aux services sociaux. Une infirmière de l'école de la fille de Tracy avait en fait vu Tracy gifler sa fille sur le parking et elle avait appelé. Le 9 avril, le médecin de Peter a constaté des ecchymoses sur son visage. Peter a été hospitalisé à North Middlesex à Enfield. Une infirmière a noté un gros gonflement spongieux du côté gauche de sa tête. L'explication de Tracy était en fait qu'un autre enfant l'avait poussé contre une cheminée en marbre et que c'est cela qui avait provoqué la grosse bosse sur sa tête. À l'hôpital, ils lui ont fait plusieurs examens, dont un pour la méningite, qui s'est avéré négatif. Tracy a été entendue se vantant que son fils avait la méningite pour une raison inconnue. Elle pensait que c'était une façon d'expliquer certaines de ses blessures, d'une manière ou d'une autre. Lors de leur admission à l'hôpital, Tracy a dit qu'il y avait en fait une amie dans la salle d'attente qui avait été témoin de ce qui était arrivé à Peter et qui pouvait confirmer son histoire. Bien qu'on pense que ce témoin était probablement juste Stéphane. Une infirmière de l'hôpital a dit à une assistante sociale à ce moment-là que la blessure était simplement considérée comme accidentelle parce qu'elle avait été causée par un autre enfant. Est-ce si facile de dire que cela a été causé par un autre enfant et que rien n'est examiné, que c'est la fin de l'histoire, affaire classée? Une assistante sociale nommée Maria a effectué une visite inopinée au domicile de la famille et, à ce moment-là, elle a observé une autre ecchymose sur le visage de Pierre. Celle-ci se trouvait sous le menton de Pierre, mais Tracy a dit qu'il avait encore été blessé par un autre enfant. Elle a expliqué que les 2 enfants venaient de se disputer pour un jouet et que lorsque Pierre l'a attrapé, le jouet l'a frappé au visage. L'assistante sociale a insisté pour qu'un examen médical de Pierre soit effectué à ce moment-là. Et pendant cet examen, on a découvert qu'il avait également d'autres blessures, notamment de multiples ecchymoses et des égratignures de différents âges.
L'assistante sociale a accepté qu'il puisse retourner à la maison, cependant, car elle semblait suffisamment mineure. Tracy a été interrogée par la police, mais ils n'ont rien trouvé. Et Tracy a été interrogée par la police cette fois-ci. Mais une fois de plus, leur conclusion n'était pas concluante. Peu de temps après, en juin 2007, le frère de Stephen Barker, Jason Barker, qui a ensuite changé son nom de famille en Owen pour éviter toute la haine qu'il recevait à cause de ses crimes atroces, a commencé à vivre dans la maison familiale avec sa petite amie de 15 ans et 4 enfants. La raison ? Eh bien, parce qu'il essayait d'éviter la police puisqu'il sortait, vous savez, avec une fille de 15 ans. Les travailleurs sociaux réaffirmaient leur ignorance quant à la présence d'autres personnes vivant dans le foyer familial. Cela fait donc 7 personnes supplémentaires que Tracy cache avec elle et ses 4 enfants, tous dans une maison de 4 chambres. Jason avait 30 ans à l'époque et vous vous demandez pourquoi il avait emménagé dans la maison familiale. Eh bien, il sortait avec une fille de 15 ans et il devait éviter la police. Évidemment, que faire d'autre à part ne pas sortir avec une mineure de 15 ans quand on a 30 ans? Gardez à l'esprit que c'était aussi le même homme qui avait agressé sa grand-mère quelques années auparavant. Donc, inutile de dire que la situation à la maison est devenue encore plus chaotique et de nouvelles blessures ont commencé à apparaître sur Peter. Donc, le même mois où Jason emménage, en juin, une assistante sociale a de nouveau trouvé des ecchymoses sur Peter ainsi qu'un doigt infecté. Il a été retiré de la maison le 4 juin et a de nouveau été envoyé vivre chez l'ami de la famille. Tracy a de nouveau été arrêtée. Elle a proposé plusieurs causes possibles pour les blessures. Dans l'entretien enregistré, elle a dit « Je ne l'ai jamais frappé, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je continue à être bouleversée, parce qu'on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. » Ouf. L'intervieweur lui a dit « Il y a plusieurs ecchymoses différentes, plusieurs blessures différentes. » Ça fait beaucoup de blessures en seulement une semaine. C'est soit l'enfant le plus maladroit et malchanceux que j'ai jamais vu, soit il se passe autre chose ici. À cela, Tracy a répondu « Ce n'est rien de plus, je le jure. Mon monde s'effondrerait sans lui. J'essaie d'avoir un garçon depuis si longtemps. J'ai de la chance de l'avoir. » Le 12 de juin, la babysitter Ann Walker a confié à une assistante sociale son inquiétude concernant l'état de Peter. Elle a dit qu'il avait une blessure à la tête, qui saignait et suintait souvent. Il était toujours sale, sentait le vomi et avait constamment faim. Donc, le 15 juin, une travailleuse du service de soutien familial s'est rendue au domicile de la famille. Stéphane était présent. La babysitter a dit aux services parasociaux qu'il y avait aussi un bleu sur le menton de Pierre, mais il a été décidé qu'il s'agissait simplement d'une blessure préexistante. Pierre a donc continué à vivre dans la maison avec des visites régulières des travailleurs sociaux. 4 jours plus tard, une travailleuse sociale a visité la babysitter et Walker pour vérifier l'état des enfants. Elle n'a remarqué que quelques égratignures sur le cuir chevelu de Pierre, malgré les inquiétudes constantes exprimées par la babysitter et Walker concernant l'état de Pierre, rien n'a été fait. Plus tard, elle a déclaré « Il était en train de mourir. Je leur ai parlé de son état, j'ai dit que quelque chose n'allait pas, mais rien n'a été fait. Si quelqu'un avait agi, nous ne pleurerions pas la perte d'un bébé. » Djing. Tous les signes d'alerte étaient présents. C'était bouleversant. 4 ou 5 fois, j'ai appelé à propos de bleu, de marques, d'érythème fessier et de sang séché dans son oreille. Il sentait toujours le vomi, ses vêtements étaient sales, ses ongles étaient noirs et cassés. Une fois, il a réussi à s'arracher un ongle. Il avait une grosse croûte sur la tête qui saignait. Il était dans un état terrible. Puisque l'assistante sociale a rapporté que Pierre n'avait que quelques égratignures peignures à la tête, les preuves étaient insuffisantes pour entreprendre d'autres actions pour le moment. Donc, le 25 juillet, Pierre a de nouveau été renvoyé vivre chez sa mère, qui avait également été libérée de prison à ce moment-là. Et quelques jours plus tard, une assistante sociale qui est allée rendre visite à la famille pour vérifier leur situation n'a pas vu les blessures sur le visage de Pierre parce que Tracy et Stéphane avaient étalé du chocolat sur son visage pour essayer de les cacher. Le lendemain, Pierre avait un rendez-vous chez son pédiatre où ils n'ont pas pu utiliser du chocolat pour cacher quoi que ce soit. Mais ils n'en auront pas besoin, alors ne t'en fais pas. Lors de ce rendez-vous, on a découvert qu'il avait au moins une douzaine d'ecchymoses sur le corps, une infection à l'oreille, au cuir chevelu et aux doigts, et comme la babysitter l'avait déjà dit, il lui manquait un ongle.
Le médecin, cependant, a noté que Peter était simplement grognon et avait un petit rhume, mais à part ça, il allait bien. Donc, elle n'a rien fait concernant les autres problèmes, et lors de cette visite, elle n'a pas remarqué que Peter avait le dos cassé. Ce n'était pas la pédiatre habituelle de Peter. Ce jour-là, elle ne faisait que remplacer à l'hôpital à cause d'un manque de médecins. Cependant, elle avait de nombreuses raisons d'alerter les services sociaux puisqu'elle avait des preuves physiques. Elle a déclaré plus tard qu'elle ne voulait pas examiner davantage Peter ce jour-là parce qu'elle avait peur de le rendre encore plus grognon car il était déjà venu très contrarié ce jour-là à cause d'une fracture du dos, entre autres choses. Je serais grognonne aussi. Elle n'a pas non plus remarqué qu'il avait 8 côtes cassées en plus de son dos fracturé. Seulement quelques jours après son rendez-vous chez le médecin, le 3 août 2007, Peter a été retrouvé mort dans son berceau. Il ne portait qu'une couche, il était complètement bleu et ne respirait plus. Peter Connolly n'avait que 17 mois. L'équipe d'ambulance a déclaré qu'il était très clair que Peter était déjà mort depuis un certain temps avant qu'il ne soit appelé et n'arrive au droit sur les lieux. Ils ont également dit qu'à leur arrivée, non seulement la maison était répugnante, mais Tracy semblait plus préoccupée par le fait de se coiffer et de prendre ses cigarettes que par le fait que son bébé était mort. Les ambulanciers ont dit qu'il y avait aussi des excréments humains étalés sur les murs, ainsi que des morceaux de corps d'animaux démembrés dispersés dans toute la maison. C'est dégoûtant. Au moment où l'ambulance est arrivée, Stéphane, Jason et sa petite amie de 15 ans étaient déjà partis pour se débarrasser des draps ensanglantés de pierres et d'autres preuves, puis prendre la fuite. Ils ont finalement été retrouvés par la police dans un camping près de la forêt d'Epping avec une réserve d'armes. Tous les vêtements appartenant à Pierre ont été retrouvés tachés de sang par la police. Tous. Jason, Stéphane et Tracy ont tous été arrêtés. Une autopsie a révélé que Pierre avait subi 22 blessures différentes, dont la perte d'un ongle, d'un orteil, d'une dent et des côtes cassées. La dent a en fait été retrouvée dans son côlon, ce qui signifie qu'il a été frappé au visage si violemment que sa dent a été arrachée et qu'il l'a avalée. Il avait également de nombreux hématomes au visage et sur le corps, et en plus des côtes cassées, il avait aussi des côtes fracturées et sa moelle épinière avait été brisée. Il semblait que bon nombre de ces blessures avaient été subies plusieurs jours avant sa mort. Certaines étaient survenues jusqu'à un mois auparavant. Il a été conclu à un homicide et il pensait que sa mort pouvait avoir été causée par sa colonne vertébrale fracturée, ce qui lui avait provoqué une hémorragie interne. Peter avait été vu 34 fois par des professionnels de santé de l'hôpital universitaire North Middlesex. Le 11 novembre 2008, Stéphane, Jason et Tracy ont été reconnus coupables d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant ou d'une personne vulnérable. Tracy avait déjà plaidé coupable à cette accusation. Plus tôt lors du procès, Jason et Tracy avaient été acquittés du meurtre faute de preuves suffisantes. Stéphane a été déclaré non coupable de meurtre par un jury. Un second procès a eu lieu en avril 2009 et celui-ci concernait à la fois Tracy et Stéphane qui élevaient une fillette de 2 ans. Cette petite fille avait également été inscrite au registre de protection de l'enfance. Stéphane a été reconnu coupable de viol et Tracy a été déclarée non coupable des accusations de cruauté envers un enfant. La sentence pour les 2 procès a été prononcée ensemble le 22 mai 2009. Tracy Connolly a été condamnée à une peine d'emprisonnement à durée indéterminée pour la protection du public, avec une période minimale de 5 ans. Stephen a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le viol, avec une peine minimale de 10 ans et à 12 ans de prison pour son rôle dans la mort de Peter, les 2 peines devant être purgées simultanément. Jason a également été emprisonné pour une durée indéterminée avec un minimum de 3 ans. Les 3 ont fait appel de leur peine. Stevens était contre les 2 condamnations et les peines. La peine de Jason Owen a été modifiée en appel pour devenir une peine fixe de 6 ans. Il a été libéré en août 2011. Tracy Connolly a été libérée en 2013, bien qu'elle ait été brièvement renvoyée en prison en 2015 pour avoir enfreint sa liberté conditionnelle en vendant des photos indécentes d'elle-même en ligne. Qui voudrait ça ? Elle était alors inéligible à une révision de sa liberté conditionnelle pour les 2 ans à venir. Stéphane a également tenté de demander une libération conditionnelle en août 2017, mais sa demande a été rejetée.
En 2019, la commission des libérations conditionnelles a réexaminé le dossier de Tracy, mais a rejeté la demande. En 2020, elle a fait appel de cette décision, sans succès. Finalement, lors de son 4e examen par la commission des libérations conditionnelles, il a été décidé de le libérer à nouveau de prison. Elle a ensuite été libérée le 7 juillet 2022. La commission des libérations conditionnelles a déclaré être convaincue de la possibilité de libérer Tracy Connolly, considérée comme présentant un faible risque de récidive et soutenue par ses agents de probation et les responsables de la prison. Ils ont défendu leur décision, affirmant que la commission des libérations conditionnelles se concentre uniquement sur le risque qu'un prisonnier pourrait représenter pour le public s'il était libéré et si ce risque peut être géré dans la communauté. Les réexamens de libération conditionnelle sont menés de façon rigoureuse et très prudente. La protection du public est notre priorité absolue. Ainsi, Tracy est soumise à des restrictions lors de sa libération, notamment concernant ses activités et les personnes qu'elle peut contacter, ainsi qu'à 20 autres conditions, dont l'obligation de résider à une adresse précise, d'être suivie par la probation, de porter un bracelet électronique et de respecter un couvre-feu. Elle doit également désormais déclarer toutes ses relations proches. Son utilisation d'Internet et du téléphone sera également surveillée et il y a certains endroits où elle n'a pas le droit d'aller afin d'éviter tout contact avec les victimes et de protéger d'autres enfants. Donc c'est très sûr pour la communauté si elle n'est pas autorisée à se rendre quelque part parce qu'ils essaient de protéger les enfants. Gardez-la en prison et alors elle ne pourra certainement pas y aller. Bonjour, une enquête a révélé que les 2 travailleurs sociaux qui n'avent pas été assignés au dossier de Pierre avaient assez commis suffisamment d'erreurs pour constituer une faute professionnelle. Ils n'ont pas rendu visite à Pierre suffisamment souvent et n'ont pas tenu de registre adéquat des visites qu'ils ont effectuées au domicile. Ils ont également déclaré que le responsable du travailleur social n'avait pas assuré une supervision suffisante de ce dernier. Cependant, ni le travailleur social ni son responsable n'ont été interdits d'exercer leur métier. À la place, ils ont été suspendus après qu'il a été conclu que leur manquement n'était pas assez grave pour qu'ils soient licenciés. Le comité chargé de l'enquête a déclaré qu'un licenciement des 2 aurait été disproportionné et n'aurait servi qu'à donner au public quelqu'un à blâmer et à punir. Le vrai père de bébé Pierre se consacre désormais à ses filles et veille à ce que le reste de leur enfance soit normal. Il a même quitté son travail pour s'occuper de ses filles. Il veut leur rendre tout ce qu'il peut de leur enfance. Même s'il est passé d'un homme vivant seul à maintenant 3 filles dans la maison, il dit qu'il est plus heureux que jamais. Donc, les 3 sœurs du petit Pierre reçoivent un accompagnement psychologique depuis sa mort, mais leur père dit qu'elles s'en sortent très bien compte tenu des circonstances. Tracy a également essayé de revenir dans la vie des filles et toutes les 3 ont refusé. Le petit Pierre Connolly a été incinéré et ses cendres ont été dispersées près de l'endroit où reposent ses grands-parents. Merci d'avoir écouté l'histoire complète du petit Pierre aujourd'hui. Il y a eu tellement de défaillances systémiques dans cette affaire. Tant de personnes, à mon avis, ont simplement détourné le regard quand il s'agissait de ce pauvre petit garçon. Et même s'il est dit qu'il y a eu une certaine réforme des services sociaux en Angleterre après cela, ce n'était toujours pas suffisant. Parce que j'ai déjà trouvé quelques autres cas qui se sont produits en Angleterre juste après la mort du petit Peter. Comme s'ils avaient appris rien du tout. Et je vais probablement t'en apporter un de ceux-là très bientôt aussi. C'est terrible que toutes ces preuves matérielles soient présentées au grand jour à autant de personnes et que rien ne soit fait malgré tout. Et accuser un bébé pour toutes ces blessures, c'est absurde. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait cru à la moitié de ces histoires. En tout cas, merci beaucoup à celles et ceux qui m'ont suggéré de traiter cette affaire. Si vous aimeriez en voir d'autres, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez les histoires criminelles racontées par moi, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ci-dessous et de liker cette vidéo si vous le souhaitez. À la prochaine, prenez soin de vous, salut! Maintenant, il y a encore plus de Wicked World sur Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon.